Alors moi, ça me touche particulièrement d'évoquer le cas de Jacques Benveniste parce que, évidemment, il y a quelque temps, je ne connaissais absolument pas cet homme. Et en fait, en me plongeant dans son aventure, on va dire, tragico-scientifique, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jacques Benveniste, eh bien, je me suis pris aussi d'amitié pour cet homme qui est mort malheureusement en 2004. Et dont sa mémoire est perpétuée par ses enfants à travers l'association Jacques Benveniste, à laquelle je vous conseille, si vous avez des questions pointues sur les travaux de Jacques Benveniste, parce que je ne suis pas scientifique, comme je vous le rappelle, et que je ne fais que transmettre ce que j'ai pu étudier sur son cas. Mais évoquer Jacques Benveniste, d'ailleurs, permet donc de parler d'un homme extraordinaire, courageux, qui a travaillé droit dans ses bottes, malgré qu'il ait été dénigré alors qu'il avait fait une recherche fabuleuse, d'un génie scientifique, évidemment. Certains disent même que c'était 400 ans ou 500 ans après le nouveau Newton. Et aussi, très intéressant, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout habitué à fréquenter les milieux scientifiques, mais qui ressemble finalement à tous les milieux de pouvoir, Jacques Benveniste, c'est aussi un cas typique de censure scientifique. Voilà. Alors qu'il a, de par son parcours, on ne peut pas invalider un homme comme ça juste parce qu'il sort des dogmes scientifique. Alors je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Avant juin 1988, donc date de publication au journal Nature. Pour ceux qui ne connaissent pas le journal Nature, c'est un peu l'équivalent du Monde, c'est-à-dire c'est le journal de référence. Comme on dit, le Monde, c'est le journal de référence des quotidiens français. Et bien, dans ce fameux journal Nature, dans lequel il avait déjà publié 4 fois, donc ce n'est pas rien, il a publié cette fameuse découverte qu'il a nommée la mémoire de l'eau. Ce qui est amusant, c'est qu'après, je vais vous l'évoquer par la suite, ça n'a rien à voir avec la mémoire de l'eau. C'est intéressant. Et pourtant, au moment où il a fallu qu'il donne un nom à cette découverte, il ne pouvait pas donner un autre nom que la mémoire de l'eau. Pourquoi ? Tout en continuant qui il était et comment il était considéré avant juin 1988, c'était un illustre biologiste français, siégeant dans les sphères du pouvoir scientifique, voire il était même conseiller dans les cabinets ministériels, parce qu'il ne s'en cachait pas, il était socialiste. Et donc, à partir de ce moment-là, on faisait appel à lui dans les ministères. Donc, il avait autant une place très importante dans les milieux politiques que scientifiques. Et pourtant, en juillet 1988, alors, vous voyez bien, en juin 1988, il fait cette découverte. Le laboratoire Boiron, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un des principaux laboratoires homéopathiques, lui promet des sommes illimitées pour continuer ses recherches. Et d'ailleurs, un haut responsable des laboratoires Boiron a co-signé cette découverte, parce que généralement, un chercheur ne signe pas tout seul une découverte, il signe, mais la découverte est co-signée par ses collaborateurs et par des laboratoires qui ont fait eux aussi l'expérience. Et évidemment, ça a fonctionné. Et pourtant, en juillet 1988, donc un mois après, ça n'a pas traîné, eh ben, il est devenu le scientifique à dénigrer, à rejeter. Pourquoi ? Quel mal il avait fait ? Ou plutôt, plus précisément, que remet-il en cause ? Et c'est là qu'on touche du doigt cette découverte et toute la polémique qui a suivi cette découverte. Alors, pour moi, ce qui est important par rapport à Jacques Benveniste, c'est savoir qui est cet homme. Et il débute comme interne en urgence, ensuite il devient chef de clinique, puis est repéré par un chercheur de l'INSERM, qui est l'Institut de recherche médicale. Il commence sa carrière de chercheur. Ensuite, il va faire un court séjour aux États-Unis, où il va découvrir
le PAF. Alors le PAF, pour vous dire exactement ce que c'est un médiateur hormonal jouant un rôle important dans de nombreux phénomènes pathologiques, et les allergies notamment. Et encore aujourd'hui, on utilise cette découverte pour guérir les allergies. Il reviendra quand même en France, et de ce voyage aux États-Unis, il apprendra et fera sienne l'état d'esprit bien américain, qui est d'être plus dans la recherche appliquée et non dans la recherche dogmatique. C'est là qu'on va parler de sciences molles et de sciences dures. Il crée donc à cette époque une unité de recherche dont il est le chef, et cette unité de recherche à l'INSERM, il va diriger jusqu'à 50 chercheurs. Vous pouvez imaginer quand même le bonhomme. Cette présentation donc, de Jacques Benveniste m'apparaît nécessaire pour saisir l'intelligence de cet homme et sa capacité scientifique à mener à bien un processus de recherche scientifique et rigoureux. Je vais revenir donc maintenant sur la fameuse recherche, enfin la fameuse découverte de la mémoire de l'eau. C'est un jour en 1983, un thésard, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est en thèse, donne l'idée à Jacques Benveniste. Donc ce thésard, il faut dire qu'il était influencé déjà par l'homéopathie. Et il donne l'idée à Jacques Benveniste d'essayer de voir les résultats d'une action d'une molécule après de très très hautes dilutions. Alors Jacques Benveniste, au départ, il le prend un peu à la légère, hein, mais bon, comme c'est un thésard qui est sous sa coupe, pourquoi pas, voyons. Mais il n'y croit absolument pas, il ne croit pas du tout qu'il y a la moindre action de l'eau pour quoi que ce soit. Sa surprise, évidemment, fut grande, puisque, après maintes et maintes dilutions, il se trouvait que l'eau, alors en constatant qu'il n'y avait dans l'eau plus aucune présence physique de la molécule, enfin de la substance d'origine, eh bien, l'eau parvenait à soigner la cible, pas la cible, excusez-moi, la cellule cible, voire même mieux qu'avec la substance d'origine. Excuse-moi, Rodolphe, est-ce qu'il peut être opportun de préciser ce qu'est une dilution pour être clair sur ce qu'est la dilution? La dilution de sensibilité enzymale d'Allemagne. C'est-à-dire qu'on prend à la base une substance de plante, une teinture mère, etc., quoi que ce soit, une base d'une molécule donnée, on va en prendre une toute petite partie, qu'on va mettre une goutte dans un grand volume d'eau. On va dynamiser ça, c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte le secouer, hein, et on va reprendre de ce liquide harmonisé, on va reprendre une goutte qu'on va remettre dans une grande quantité d'eau, et on va reproduire encore ça. Voilà, et ce qui correspond aux différentes dynamisations, et on va le faire un grand nombre de fois, ça correspond à une grande dilution. Voilà ce qu'est une dilution, si bien qu'à la fin, effectivement, on n'a plus que de l'eau, sans aucune trace de la substance de base. Voilà, pour préciser la dilution. Merci. Donc, au moment de cette découverte, alors au départ, il est pour lui très difficile d'admettre ça. Vraiment au départ, c'est-à-dire que j'insiste vraiment parce que c'était pas quelque chose pour lui de naturel, il n'y croyait pas. Et c'est vraiment en pur scientifique qu'à un moment donné, en mettant vraiment en place tous les protocoles adéquats pour vérifier, expérimenter cette découverte, eh bien, il est obligé d'admettre que l'eau, malgré toute attente, mémoriserait la présence de la molécule d'origine en gardant l'action de cette même molécule. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même mieux qu'avec la substance d'origine. Du coup, imaginez le tremblement de terre que cela peut provoquer pour un certain secteur de notre chère industrie pharmaceutique qui brasse quelques milliards de francs à l'époque, d'euros, et ça, je crois que c'est même encore plus maintenant, sur notre santé. D'un coup, là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui peut-être
peut évoquer pourquoi ça a été aussi rapide, cette remise en question. Donc pourquoi ce tremblement de terre? Car Jacques Benveniste valide scientifiquement l'homéopathie. Donc là, badaboum. D'ailleurs, en juin 1988, sa découverte dite mémoire de l'eau fut co-signée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un haut responsable des laboratoires Boiron. D'ailleurs, ce même laboratoire Boiron, en juillet 88, reviendra sur sa promesse et lui dira que non, on ne va pas faire une collaboration et il faudra oublier la promesse dite en juin. On peut imaginer toute la pression des lobbies dans les hautes sphères du pouvoir. Mais donc, comme je vous l'ai dit, donc en juillet 1988, il y a une contre-enquête de pseudo-commission scientifique composée du rédacteur, entre autres, en rédacteur en chef de Nature, qui lui-même avait accepté la publication de cette découverte. Et bizarrement, en juillet, il revient avec donc lui-même pour valider ou non cette découverte, et en plus accompagné d'un illusionniste, voilà, d'un magicien, même pas quelqu'un de scientifique. On vit dans un... Là, c'est... Quand Jacques Benveniste les voit arriver dans le... Ils sont au nombre de 3, hein. Quand il les voit arriver dans son laboratoire, il croit halluciner. Vraiment. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de pantins, de marionnettes? Ils étaient en train de rigoler, enfin, rien n'était vraiment sérieux. Alors qu'on parlait quand même d'une découverte ultra importante, et eux arrivaient plutôt à la légère. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ce que ça voulait dire, c'est qu'on voulait absolument, le but avoué, enfin inavoué, mais le but était de remettre absolument en cause cette découverte. On ne voulait absolument pas que ça continue, qu'elle soit validée. Donc, peu importe que ce soit pseudo ou véritable commission scientifique, le but a été réussi, puisqu'en juillet 88, on a traité Jacques Benveniste et son équipe de tricheurs. C'est quand même très important. Mais comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la présentation de cet homme, Jacques Benveniste, il a quand même continué. Malgré que, petit à petit, on lui coupait les vives, que ce soit au niveau argent, que ce soit au niveau, évidemment, des chercheurs, et je dis même au niveau même des thésards, pourtant qui ne sont pas richement, enfin pas richement, je ne vais pas dire ça, mais qui ne sont pas financés de la même manière qu'une équipe de chercheurs, parce que faire apparaître le nom de Jacques Benveniste sur son CV faisait qu'on se fermait les portes pour sa carrière scientifique. Donc imaginez dans quel isolement subtil, puisque médiatiquement on disait qu'on ne reniait pas ce biologiste, mais subtilement on fermait, on cadenassait toutes les possibilités offertes pour continuer à rechercher, pour continuer cette fabuleuse découverte de cette mémoire d'eau. Alors Jacques Benveniste donc continua ses recherches avec des budgets réduits, voire sectionnés, et il a continué que grâce à des investissements privés venant d'Australie, venant d'autres pays, mais pas de français. Puisqu'en France, on n'aime pas les gens qui réussissent, en tout cas dans le domaine scientifique, ou qui apportent de trop grandes découvertes qui bousculeraient les équilibres de pouvoir, en tout cas dans le domaine scientifique. Et c'est comme ça que je viens à sa véritable découverte, qui est vraiment grandiose, qui rejoint aussi certaines choses qu'on a pu dire au préalable, c'est la biologie numérique. Alors qu'est-ce que la biologie numérique? Alors tout démarre donc d'une découverte de Benveniste, que les molécules communiquent entre elles, non pas par contact, comme on le pense dans la biologie actuelle, mais par l'intermédiaire d'un champ électromagnétique sur une fréquence particulière. Alors, on a peut-être l'impression que c'est de la science-fiction. En gros, les molécules, tout comme le son, vibrent et forment donc une onde créant un champ électromagnétique lui correspondant. Alors, je vais vous donner un exemple un peu plus
parlant de notre quotidien, quand vous allumez votre radio, eh bien, vous écoutez une chanson de Johnny Hallyday ou vous entendez Michel Drucker, ils ne sont pas dans votre voiture et pourtant ils sont là. Et en plus, vous pouvez reconnaître la voix de Johnny Hallyday et vous pouvez reconnaître la voix de Michel Drucker. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fréquence et une onde qui leur correspond. Et vous, vous êtes le récepteur, enfin en tout cas, via la radio évidemment, et vous pouvez reconnaître très très bien les deux voix. Et bien pour les molécules, ça se passe de la même manière. Et c'est en 1991, à l'aide d'un détecteur électromagnétique et d'un amplificateur basse fréquence, que Benveniste transféra un signal moléculaire. Comme le son, un signal sonore, et on enregistre le signal sonore. Quand vous achetez on va aller même plus loin. Et c'est en 1995 qu'il franchit une autre étape lorsqu'il parvint à enregistrer ce fameux signal moléculaire sur un simple ordinateur multimédia. On va aller même encore plus loin. C'est en 1996 que le signal enregistré était transmis à plusieurs milliers de kilomètres. C'est-à-dire entre Clamart, pour ceux qui ne connaîtraient pas où se trouve Clamart, c'est quasi Paris, hein, c'est dans la banlieue proche de Paris. Donc imaginez son laboratoire, il est à côté de Paris, et il transmet donc le signal enregistré moléculaire, il le transmet à Chicago. On va y venir. Le signal électromagnétique reçu fut diffusé dans l'eau, qui joue le rôle de médiateur et provoque les mêmes réactions biologiques que si la molécule émettrice avait été physiquement présente. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut imaginer, et d'ailleurs ça sera une de mes conclusions, que demain, l'identification des substances biologiques des micro-organismes se fera à l'aide de détecteurs électromagnétiques par reconnaissance numérique de leur fréquence propre. Par Internet, on pourra transmettre à but thérapeutique par exemple, et à domicile, chacun pourra contrôler le contenu de son assiette, si le prion est présent ou si on a des OGM qui sont dans notre nourriture, etc., etc., etc. Et c'est exactement le même principe quand vous allez dans votre magasin et que vous allez acheter, si vous êtes des fans de Johnny Hallyday, vous allez acheter un CD de Johnny Hallyday, vous le prenez, il est chez vous. Et bien c'est sur le même principe. Johnny Hallyday n'est pas chez vous et pourtant vous entendez sa voix, elle est enregistrée. C'est une voix, on peut pas l'attraper la voix. Et pourtant elle est imprimée sur une galette. Et bien c'est la même chose pour la molécule. C'est-à-dire que pour vous guérir d'un quelconque médicament, eh ben vous n'avez plus besoin d'acheter des tonnes et des tonnes de médicaments. Vous achetez le CD et vous pouvez vous soigner. Et encore mieux, vous pouvez aller sur Internet, allez hop, j'ai une amie à vous ou un ami à vous ou quelqu'un de votre famille a déjà le CD correspondant à une migraine par exemple, eh bien vous pouvez lui demander par téléphone de vous transmettre le champ électromagnétique. Je voudrais terminer sur Jacques Benveniste par Jacques Benveniste à propos de cette découverte en disant que la mise en œuvre des méthodes issues de la biologie numérique aura un immense retentissement sur le diagnostic médical et l'industrie agroalimentaire avec un impact technologique et commercial considérable. Voilà, c'est terminé sur Jacques Benveniste.